vers un mur et la fin de l'art, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Alors Tinguely avait dit un truc génial par rapport à ça, justement en mettant de parenthèse le côté création pure, mais il disait que par rapport à l'avenir, il y aurait deux sortes d'artistes. Les artistes du XXIe siècle, il y en aura deux sortes. Il y aura les artistes géniaux et il y aura les décorateurs. Et moi, je vois tous mes amis qui sortent d'école, donc École, Beaux-Arts, et qui finissent graphistes pour faire des brochures ou pour faire des pubs, et puis ils prient pour avoir des mandats pour se retrouver à la Migros. Ou en fait, au final, en tant qu'illustrateur, j'ai pas ce problème-là, parce que moi, j'essaie de vendre mon propre monde dans les éditions. C'est un peu outrecuidant de balancer ça comme ça, mais c'est ça, j'essaie de montrer. Mais quand tu es graphiste et puis que tu dois t'adapter à l'imagerie demandé par quelqu'un en tant que client, en fait, tu as anéanti ta créativité. Alors, bien sûr, tu peux répondre. Tu prends par exemple la série Mad Men, tu vois comment l'intelligence qui se déploie pour répondre à ça, c'est aussi une forme d'art à ce niveau-là. Mais au final, tu es un décorateur. Tu n'enchantes plus le monde. Tu réponds à son triste écho capitaliste. Et moi, je pense que quand l'art arrive à ça, bah, c'est la fin du monde. Parce qu'un monde qui n'a plus d'art et qui n'a plus de philosophie, parce que en fait la philosophie reflète l'état du monde. Donc un monde qui n'a plus de philosophie, ou un petit cénacle d'intellectuels gauchouillards qui, eux, remâchent incessamment les vieux philosophes pour après essayer de retrouver des nouveaux mots, qui mettent bien sûr un copyright dessus pour expliquer ce qui avait déjà été dit. En gros, faire un savoir fragmentaire que personne ne comprend si ce n'est leur propre, enfin un savoir, une branche qui s'adresse qu'à elle-même, avec plus du tout des philosophes qui arrivent et qui balancent des grands systèmes, mais au contraire le règne du fragmentaire et du savoir entre guillemets cloisonné, et chaque fois on prend un petit bout, ben, c'est aussi la mort. Donc c'est la fin du monde dans tous les cas. Pour moi, c'est vrai que Apocalypse, donc Apocalyptine, révélation, le dévoilement, c'est justement au contraire, c'est quand la culture se trouve complètement couverte, qu'il n'y a plus de rayonnement. Et quand là, en ce moment-là, on dévoile sa véritable insipidité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des échanges marchands. Et puis quand il n'y a plus d'échanges marchands, ben, on voit exactement ce qui est en train d'arriver maintenant. Je regardais encore hier soir l'interview sur CNN qui a été fait avant-hier. Donc c'était le 27 septembre. C'était un trader américain qui disait que tous les soirs il priait pour que la crise continue d'y arriver, enfin de s'émanciper de cette hégémonie quasi démoniaque continue à se faire, car lui, entre guillemets, grâce à ça se fait un blé pas possible. Mais il le disait texto, d'une manière crue, vulgaire, prosaïque. J'étais mais comment un trader peut avoir l'insouciance de balancer un truc comme ça, c'est presque dangereux à l'heure actuelle, en disant que de toute façon l'argent des caisses, que toutes les économies des gens, ce sera pour nous. Je suis tellement un abject personnage et je l'assume. C'est peut-être d'une certaine façon un pâle reflet de ce qu'on est peut-être aussi au fond de nous chacun, parce qu'on cautionne. Et puis tout ça pour revenir à l'art, c'est que l'art, d'une certaine façon, d'après certains peintres russes, il y en a un qui dit cette phrase, mais je ne sais plus le nom, c'est la nostalgie de Dieu. Tous les grands mouvements du début du siècle passé, le vorticisme, le suprématisme, avaient une vocation cachée spirituelle. Et après, le dadaïsme et tous les autres mouvements suivant la Deuxième Guerre ont eu uniquement l'aspect de jouer avec la plasticité du support et n'ont plus jamais eu la résonance entre guillemets métaphorique que l'art avait toujours eu. Et là, c'est vraiment venu le rôle de l'artiste. On a désacralisé l'art. Déjà, l'artiste, d'une certaine façon, celui qui produit l'art, c'est une création assez récente. De toute façon, qu'on y pense bien, je veux dire, à la base, c'est pas l'artiste qui est sacré, c'est sa production. On a un artisan qui produit l'objet sacré. Et là, on est dans l'art médiéval, on est dans l'art aussi pariétal. Donc, on remonte depuis le début de l'humanité jusqu'à la première chute, qui serait cette renaissance que nous, on nous met dans tous les livres d'histoire de l'art comme quelque chose de fantastique, avec des gens comme Vasari et ce serait peut-être aussi la fin des corporations et en fait un gros déclin
qui amène le règne des villes, car la ville appelle l'artiste. Nul n'a plus besoin des artistes que la ville et de l'approbation des gens. Honnêtement, j'ai la chance de pouvoir bosser dans des musées. Musée d'histoire naturelle, musée d'histoire, musée d'archéologie, l'Athénium. Là, j'ai un projet désopilant et un peu farfelu avec le musée d'ethnographie. En fait, c'est le règne de l'inutile. Et je reprends le mouvement Parnasse littéraire, avec un gars comme Théophile Gautier qui écrit la préface de Mademoiselle de Maupin, qui dit « Il n'y a de beau que les choses qui ne servent à rien ». Autrement dit, l'utile, c'est le lait. Mais c'est l'art brut. Je pense que c'est le dernier espace, l'internet chaotique de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que là, il y a tout qui se retrouve et en même temps, il n'y a plus rien. Il y a les deux extrêmes. C'est le seul endroit où, justement, il y a des productions, mais qui ne sont pas culturelles. L'art, il devrait être production spontanée et anonyme, comme d'une certaine façon, comme les peintures pariétales. De l'anonyme pur en totale extase. Mais bon, alors tu vas me dire, mais c'était pas c'est nous d'un point de vue anthropologique cette fois qui voyons ça comme de l'art, alors qu'elles avaient un but, une fonctionnalité. On tombe dans les vieilles notions fonctionnalistes. C'est un art chamanique qui était en fait clanique. Qui se différenciait de chaque personne, de chaque ethnie, et c'était pas du tout un but de contemplation, c'était un but de transe. Je pense que le gars qui mettait sa main contre une paroi, qui la faisait disparaître en crachant du pigment et qui voyait sa main qui devenait de la même texture que la pierre, il y a quelque chose qui doit arriver à ce moment-là qui n'est pas de l'ordre du descriptible avec nos outils rationnels, littéraires. En étudiant l'Apocalypse, tu comprends encore mieux pourquoi les musulmans n'ont pas cru au Christ en tant que fils de Dieu et rejettent le Nouveau Testament, quoi. Le règne du Dajjal, quoi. Donc l'art, c'est le Dajjal, l'économie, c'est le Dajjal. Vivement une résurrection, c'est pour bientôt. Et on retrouvera un corps parfait. Ah. Et avec des vrais désirs purs. C'est-à-dire, parce que le problème c'est qu'on va se retrouver avec des corps, donc on va se retrouver un peu animal. Ouais. Mais non, mais là les désirs seront purs. Donc d'une certaine façon, on pourrait imaginer un peu comme dans Platon, parce que Platon définit aussi le mythe des androgynes, qui sont des êtres qui naissent de la terre et qui naissent vieux et qui rajeunissent et qui n'ont pas besoin de se reproduire. Alors peut-être que ce sera ça, hein, le règne. Puis comment sera l'art là-dedans? Mais je pense que l'art à ce niveau-là, il sera que dans une espèce de contemplation et d'un échange avec l'ordre naturel, le monde naturel retrouvé. Et c'est que là, il y aura de nouveau cette production juste, quoi. Un lien avec le ciel et une procession, la construction d'un, je sais pas. Je veux pas dire d'un totem parce que là je vais parler vraiment archaïque, mais qui est en fait un truc Après là je retombe dans la théorie de Barry. Au final l'art il a jamais été pour l'art, c'est-à-dire que les gens qui vénèrent le totem, c'est pas le totem qui vénère, c'est eux-mêmes. Mais c'est ça que je veux, c'est qu'à travers l'art on se vénère de nouveau nous-mêmes et pas le capitalisme. Qu'on vénère à travers l'objet, comme les gamins qui font le bonhomme hiver, bordel. Il n'y a pas plus magique que ça. Les gamins qui font le bonhomme hiver, c'est eux en fait qui se glorifient, contents de voir ce bonhomme hiver, puis de se dire bon ben maintenant on va plus faire de ski, mais on va faire du foot, quoi, d'une certaine façon. Ben cette candeur-là.